Nous sommes lundi 7 janvier, il est 13 h. Bonjour à tous. Visite du Premier ministre Django Sissoko en République islamique de Mauritanie. Il a été reçu en audience par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Le Premier ministre était porteur des messages du président de la République par intérim, Django Traoré. À sa sortie d'audience, Django Sissoko a livré à la presse le contenu de cette entrevue qui a porté essentiellement sur les problèmes des régions du nord du Mali. Nous l'écoutons. Du président de la République au président Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie est un pays avec lequel nous partageons une des plus longues frontières. Et elle est impliquée et le président Django Traoré a tenu ce que je viens de saluer le président de la République islamique de Mauritanie et le remercier pour tout ce qu'il fait pour que la paix revienne au Mali. Lui souhaiter également qu'il s'implique davantage dans la résolution du problème du Nord. Et j'ai constaté que le président a une vision très claire, une vision, je dirais, lumineuse des problèmes du Mali, dans cette zone. Il est très bien informé, il a d'excellentes intentions pour nous aider à sortir rapidement de ces difficultés. Toujours en Mauritanie, le Premier ministre Django Sissoko a rencontré une délégation de la communauté malienne vivant à Nouakchott. Au menu des échanges, les problèmes que vivent nos compatriotes dans les 3 régions occupées du nord du Mali. Retrouvons nos envoyés spéciaux Mahamadou Bia et Harouna Djara. A rencontré les représentants de la communauté malienne vivant en Mauritanie. L'objectif de cette réunion était de recueillir leurs préoccupations marquées par la situation qui prévaut dans les régions Mali qui souffrent de l'isolement et de l'imposition charia. Pour la première fois qu'on a vu un Premier ministre qui est venu, il veut voir son peuple, il veut voir ses compatriotes, il veut discuter le problème de notre pays, que les Maliens se trouvent entre eux. Il n'y a pas de problème partout. L'islam ne nous ferait pas. Mais l'islam a une condition. Dieu, s'il veut nous transformer tous musulmans, personne ne peut pas être autre. Mais Dieu veut qu'on vienne volontaire à lui, qu'on fait nos devoirs volontairement. Ce n'est pas que vous m'imposez ou je vous impose. Dieu n'a pas demandé ça dans le Coran. Le hadith du prophète n'a pas dit ça. Donc on va, Inch'Allah, se retrouver au Mali. On va se retrouver, nous, Maliens du Nord, on va parler entre nous, on trouvera une solution. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que la paix vienne dans notre pays, que l'entente vienne dans notre pays, que l'équité vienne dans notre pays. Les Noirs, les Blancs, les Jaunes, les Longs, les Courts, nous sommes tous des enfants d'un seul père, une seule mère, le Mali. Rien ne nous sépare. Rien ne va pas nous séparer. Le Mali est uni et indivisible. Pour certains de nos compatriotes, un dialogue entre Maliens sans intermédiaire permettra de ramener à la raison nos compatriotes égarés qui sont certainement sous influence extérieure. Nous sommes fiers d'avoir les mêmes idées que nos plus hautes autorités. Ceux qui doivent négocier, la grande commission de négociation doit être inclusive. Il faut que ça soit Peul, Soreille, Tamashek, Arabe. Nos compatriotes n'ont pas manqué de souligner souvent à leur tour les difficultés approprier la carte de séjour ou le permis de travail. L'appel, je le lance à l'endroit, comme je l'ai dit dans la salle, je lance cet appel à l'endroit des forces armées, que je lance cet appel à l'endroit donc des forces vives, que nous soyons du nord, du sud, de l'est en ouest, il faudrait que les gens se retrouvent. Il faudrait que l'unité soit au rendez-vous. Autrement dit, que les gens essaient de faire un effort de surpassement de soi-même, de s'oublier soi-même,
C'est-à-dire qu'il faut écarter l'égocentrisme et de ne voir que l'intérêt du Mali. Rien que le Mali. Le Premier ministre Django Sissoko félicite franchise, débat et de l'amour du pays qui y a prévalu. Et en retour, nos compatriotes se sont honorés pour avoir discuté avec le Premier ministre de la situation actuelle de notre pays qui demeure inacceptable. Et je vous signale que le Premier ministre se trouve actuellement en Guinée-Conakry. Il vient d'être reçu par le président de la Guinée, professeur Alpha Condé. Rappelons que le Premier ministre est porteur d'un message du président de la République par intérim. Au-delà de ce message, les deux personnalités ont échangé sur la situation de crise qui traverse notre pays dans ces régions septentrionales. Nous y reviendrons en images dans nos éditions du soir avec nos envoyés spéciaux. Retour au Mali. Hier soir, vous avez pu suivre sur vos petits écrans la grande ligne de votre télévision nationale. Dans l'entretien accordé à Baba Dagamaïssa, le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est apaisanti sur les deux priorités du gouvernement de transition, à savoir la libération du nord du Mali et les préparatifs des élections. Nous vous proposons ici un extrait de cet entretien. Ce que je souhaitais, moi, que les citoyens retiennent de notre entretien, de l'adoption du budget 2013, est que le budget 2012 que nous avons refait, tout comme le budget 2013, cela a été fait d'abord dans le sens du meilleur intérêt des Maliens. Il est important que chaque citoyen comprenne cela, que le gouvernement de transition est en train de travailler dans le meilleur intérêt de chacun. Que lorsque nous demandons à quelqu'un d'accepter des sacrifices, c'est bien parce que nous ne pouvons pas faire autrement, mais que le gouvernement reste très engagé pour que chaque Malien ait accès à l'eau potable, pour que chaque Malien ait accès à la nourriture, pour que chaque Malien ait accès aux soins de santé, mais pour que d'abord le Mali redevienne un et indivisible. La priorité première du gouvernement de transition, c'est la libération du Nord. Nous souhaitons que chaque Malien accepte que chaque sacrifice qui lui est demandé soit d'abord dans ce sens-là. Voilà. Si nous augmentons le prix des hydrocarbures, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Si nous réduisons la subvention sur le gaz, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Si nous demandons aux syndicats de surseoir aux augmentations de salaire, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Alors, il y a plein d'autres choses que nous faisons. Nous avons coupé le fonctionnement de toutes les administrations, les budgets de tous les... Et tout ça, là, c'est pour dégager les ressources et libérer le Nord. Et je m'empresse de dire que personne ne croit que nous allons ramasser les milliards et puis les donner comme ça au ministre de la Défense. Mais évidemment, là-bas aussi, l'argent ne se donne que suivant les règles budgétaires précises. Et donc, toutes les ressources qui n'auront pas été effectivement investies pour la reconquête du Nord vont être investies pour la reconstruction du Nord. Parce que après la reconquête, il s'agira bien sûr de reconstruire tout ce qui a été détruit. Et le gouvernement de transition va commencer immédiatement le lendemain et le gouvernement élu, enfin le gouvernement nommé par le président élu, va continuer. Voilà, c'était là le ministre de l'économie, des finances et du budget qui s'entretenait avec Baba Dagamaïssa. C'était lors de l'émission La Grande Interview. Toujours dans le même registre, celui de la reconquête des régions du nord du Mali, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO Mali a effectué du 13 au 27 novembre 2012 une mission de solidarité dans des camps de réfugiés au Burkina Faso. Pour rendre compte de cette mission, les membres du réseau ont rencontré la presse au centre Awa Keïta. Faneba Keïta nous en parle. Environ 400 000 de nos compatriotes des régions du Nord ont quitté leur territoire pour se réfugier soit dans les régions du Sud ou dans des pays voisins tels la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. C'est pour prendre contact et manifester sa solidarité, surtout avec les femmes et les enfants réfugiés, que le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO Mali a effectué une série de visites dans 4 camps du Burkina Faso. Cette mission de solidarité, qui sera suivie d'autres, vise le même objectif. Recenser les problèmes auxquels sont confrontés les femmes et les enfants à l'intérieur des camps, de prendre contact avec les partenaires humanitaires sur le terrain et aussi apporter le soutien moral
matériel symbolique aux femmes et enfants réfugiés. Les femmes du réseau ont aussi déclaré que la résolution définitive de cette crise nécessite leur implication dans les instances de prise de décision avec les groupes armés. Il y a un discours que personne ne comprend. Moi, je me pose la question. D'abord, est-ce que les gens veulent comprendre réellement les causes réelles et les racines de ce conflit? Je me pose la question, est-ce que les gens veulent connaître les acteurs de ces conflits? Et pour connaître les acteurs de ces conflits, agir sur les racines de ces conflits, il faut passer impérativement par les femmes. Le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO section Mali a été mis en place en décembre 2011. Avec l'appui des partenaires, il a déjà réalisé plusieurs activités dans le cadre de la promotion des droits des femmes. Ces activités sont entre autres la formation de près de 80 femmes médiatrices et négociatrices au niveau national et communautaire, l'organisation des débats radiophoniques pour informer et sensibiliser la population sur la situation que vivent les femmes en cette période de crise. Cérémonie de passation de témoins entre les nouveaux et anciens membres du bureau de la Jeune Chambre internationale Mali. Agir avec exemplarité, c'est le thème du mandat 2013. Le reportage de Thiamro Konati. C'est une cérémonie solennelle marquant à la fois la fin du mandat de 2012 et le début de celui de 2013 de la Jeune Chambre internationale Mali. Une cérémonie au cours de laquelle la présidente sortante a fait un aperçu des activités menées au titre de l'exercice écoulé avant de prodiguer des conseils. Parmi ces activités, on retient volontiers la formation des membres de l'organisation en citoyenneté, la remise des dons aux déplacés du Nord et la mise en œuvre des projets Palu et Salubrité. Certes, nous avons eu une année difficile, mais nous avons eu aussi une année pleine de défis. Et je pense que ce défi continue. Je vais demander à mon ami Dr Youssouf Diawara d'avoir beaucoup de courage pour mener à bon port la Jeune Chambre internationale Mali. En passant le flambeau ce samedi soir au nouveau président, Maïga Adjaratou Thiam lui a remis une copie du rapport d'activité du mandat qui vient de s'achever. Un document qui devra servir de support pour mieux faire face au futur. Aujourd'hui, nous vivons une situation que personne ne souhaite. Et je crois que cette année, nous allons répondre et de façon très positive à l'appel que le pays nous a lancé. Le thème de votre mandat, agir avec exemplarité, est évocateur. Il s'agit donc pour vous d'être exemplaire, car être président de la Jeune Chambre internationale, être membre de la Jeune Chambre internationale tout court, est une façon de vivre à l'intérieur de la communauté en donnant son temps, son énergie, ses moyens, sans attendre des autres une contrepartie quelconque. La présidente sortante est du coup appelée à d'autres fonctions, celle de la vice-présidence de la Jeune Chambre internationale, dont la première rencontre débutera ce mardi à Saint-Louis aux États-Unis. À présent, nous allons aborder un casse-tête journalier. Il s'agit de l'acquisition d'une carte d'identité dans les commissariats et gendarmeries de la capitale. Cela relève du parcours du combattant. La demande dépasse largement l'offre. Les commissariats et gendarmeries chargés de la délivrance du précieux sésame n'arrivent pas en effet à satisfaire les citoyens. Une situation qui préoccupe plus d'un si l'on sait que la possession de la carte d'identité nationale est une obligation. Quelle explication à cette pénurie de cartes d'identité nationale? Garibou Pérou est allé savoir. La carte d'identité est un document officiel de proximité. Elle permet à une personne physique de prouver sa nationalité. Elle est délivrée par les préfectures, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. L'acquisition de cette pièce qui s'est faite aujourd'hui dans plusieurs communes à Bamako relève du parcours du combattant. C'est vraiment un problème car la semaine passée, j'ai un frère qui voulait prendre la pièce d'identité. Il a eu tout un tas de problèmes. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire du rafle en demandant les pièces alors qu'il n'y a pas de pièces d'identité au niveau du commissariat? Est-ce que le fait d'avoir été arrêté au cours d'une patrouille et que vous n'avez pas une carte d'identité témoigne que c'est parce que vous avez été incapable d'en trouver au niveau des services? Il y a tellement de Maliens aussi qui se baladent sans carte d'identité, on en trouve. Ça, c'est des conjonctions qui se rencontrent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas de carte d'identité. Après le lancement des concours de la fonction publique et l'enrôlement des jeunes dans l'armée, les commissariats de police sont sollicités par des candidats. La demande est devenue plus forte. Cette situation agace certains citoyens en quête de cette précieuse pièce. Il faut beaucoup de va-et-vient. Bon, c'est pas normal. Un citoyen devrait avoir une carte.
Et je ne suis pas au courant de cette affaire. S'il y a des pièces qui manquent au sein du commissariat, ça peut arriver dans n'importe quel état. Peut-être que le stock qu'ils avaient est fini et qu'ils ont effectué une demande qui n'est pas encore arrivée. Ça peut arriver. Il y a des concours qui s'organisent au niveau de la fonction publique. Il y a environ 8 000 à 9 000 candidats qui doivent concourir. Chaque candidat doit prendre une carte d'identité. Donc cet afflux de candidats en un temps bien précis, et plus ceux qui doivent rentrer dans l'armée, qui sont encore des milliers, c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, la pression au niveau des cartes d'identité, elle est très grande. Les recettes obtenues avec la délivrance des pièces sont versées dans les caisses de l'État, ce qui justifie l'intérêt pour notre pays d'avoir un stock suffisant et de se munir de toutes les garanties possibles pour éviter d'éventuelles falsifications. Prenons maintenant le tronçon routier Bamako-Koulikoro, long de 65 km. Ce tronçon, d'après les statistiques, est le plus meurtrier des autres grandes routes de voyage au Mali. En cause, l'évacuation quotidienne des matériaux par camion-bennes sur la voie très étroite qui clévassée, chose qui provoque beaucoup d'accidents, souvent mortels. Comment remédier à cette situation? Agibou Koulibaly a approché en la matière les autorités compétentes. Son reportage. Avec l'urbanisation de la ville de Bamako, située à environ 60 km de Koulikoro, le camion qui a la chair de... Les cendres des véhicules. 2012, au décembre 2012, nous avons enregistré 36 cas d'accidents, dont 8 cas d'accidents mortels, tous des motocyclistes. 15 cas d'accidents corporels, où il y a eu 13 cas de blessés graves et 33 blessés légers, et 13 cas d'accidents matériels. Constamment, ils ont circulé en excès de vitesse. Les visites techniques ne sont pas à jour. Les gens conduisent dans des véhicules sans phare ou en phare unique. Depuis un certain temps, la hiérarchie, après nous avoir mis dans certaines conditions opérationnelles, a tenu à ce qu'on mette fin à ce genre de désastres qui sont de nature à endeuiller constamment les familles. Si l'exploitation du sable et du gravier est une source de revenus, force est de reconnaître qu'elle cause beaucoup de désagréments. Entre Koulikoro et Bamako, sur 20 cas d'accidents de la circulation, 18 sont liés à l'état de la route. Certes, les chauffeurs ont leur part de responsabilité dans le problème, mais c'est surtout l'état de la route. Nous n'avons pas une bonne route. C'est cela qui constitue un facteur aggravant des accidents de la route entre les deux villes. Parlant des accidents de la route, certes, les dernières statistiques nous montrent aisément que les bennes non seulement rentrent dans le tissu économique qui sont très importantes pour la population, mais aussi causent d'énormes problèmes en termes de vie humaine. Ce qui est d'ailleurs plus fréquent, on voit même les conducteurs de bennes qui n'ont même pas de permis. Quand ils font les accidents, la plupart du temps, ils laissent les véhicules et puis ils s'en vont. Donc, en un mot, je veux dire que même si la réglementation est faite correctement, il faut que le contrôle soit rigoureux au niveau de l'application pour que, en tout cas, on puisse avoir beaucoup moins de désagréments au niveau des bennes. Face à cette situation alarmante, quelles sont les dispositions prises par les autorités régionales? Pour ce qui concerne Koulikoro, il y a eu une décision en 1999 que le gouverneur avait prise par rapport à la circulation des bennes, notamment en faisant en sorte que les bennes circulent, bien sûr, cela en relation avec les transporteurs même, que les bennes ne circulent pas entre 20h et minuit, parce que c'est le moment où les autres trafics sont denses. Koulikoro étant de plus en plus une ville dortoir par rapport à Bamako, dans les deux sens, les gens y vont et y viennent. Encore une contrainte également, on a fait en sorte que les jets de gravion cessent. Ça, on a fait obligation à toutes les bennes également de couvrir leur chargement en utilisant des bâches pour que au croisement, il n'y ait pas de jets de gravion
qui puissent casser les vitres des gens. Aujourd'hui, il y a un projet de dédoublement de la route Bamako-Koulikoro, comme celui de Bamako-Ségou, dont les dossiers sont disponibles au niveau de la direction régionale des routes de Koulikoro. N'eût été, c'est-à-dire les événements de mars, les dossiers seraient avancés et certainement la mise en œuvre allait commencer peut-être en 2013. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par la solution entretien courant. Je donne l'assurance aux gens que les dossiers par rapport à l'autoroute et au pont de Caillou sont disponibles. Les premières études sont finies et nous avons les copies. L'exploitation du sable et du gravier est très florissante pour la population et les propriétaires de camions bennes, mais elle provoque un manque à gagner pour le conseil communal de Koulikoro. Nous, avant la dernière délibération du conseil communal relative à cette taxe-là, on était à 2000 francs par jour et par camion. Or que la loi dit que c'est entre 1000 francs par sortie et par voyage. Donc, si vous regardez bien les choses, il y a des camions qui peuvent faire 5 voyages dans la journée. Bon, nous, on avait arrêté notre délibération à 3000 francs par jour. Pour ce qui a été refusé, c'était pour vraiment essayer de relever le niveau des recettes pour cette taxe-là. Il revient aux responsables des camions bennes, aux agents du contrôle de la route, de mieux former, d'informer, de sensibiliser et d'éduquer de façon continue les chauffeurs pour un meilleur comportement sur l'axe Bamako-Koulikoro. Un mot de sport. Grande ambiance hier après-midi au stade Modibo Keïta. Les Aigles du Mali ont tenu en haleine une sortie massivement au compte de leur deuxième journée d'entraînement. Le 4 joueurs manquaient au regroupement de Bamako. Il s'agit de Mahamadou Diarra, Abdou Traoré, Ahmed Tongo Doumbia et Mahamadou Samassa. La séance était ouverte et le public n'a pas boudé son plaisir. Khalifa Nama Traoré y a assisté pour nous. Les Aigles du Mali foulent enfin la pelouse du stade Modibo Keïta, une première depuis plus d'une dizaine d'années. Rien de surprenant dans cette nouvelle démarche du staff technique et des responsables du football malien. Il s'agit tout simplement de rapprocher la sélection nationale à son public. Ces deux entités qui vont de pair ne se retrouvent presque pas que lors des sorties officielles. Seydou Keïta et ses partenaires n'ont donc pas boudé ce plaisir de communier avec les supporters, admirateurs et quelques curieux. La grande satisfaction est surtout du côté du sélectionneur national dont l'effectif convoqué a pris forme. Aujourd'hui, on a plusieurs joueurs qui sont restés donc avec le docteur comme c'était prévu pour faire un gros bilan médical. Djila Diarra, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabaré, Abdou Traoré ainsi que Tongo Doumbia afin de faire un bilan médical ce matin. On se décidera certainement bien évidemment dans les 24 heures pour composer le groupe de 23. Pour le reste, l'ambiance est bonne. On a travaillé déjà une première séance hier après-midi et une deuxième séance aujourd'hui devant notre public. Ça fait plaisir en tout cas. Oui, tout le monde est là. Après, il va falloir faire des choix à la fois par rapport à l'état de santé des uns et des autres. Dans les heures qui viennent, j'aurai tous les éléments pour pouvoir me décider définitivement en tout cas. Mohamed Lamine Sissoko, qui n'avait plus porté le maillot national depuis le 18 janvier 2010 et le match contre le Malawi à Cabinda, et Samba Diakité, qui signe lui son retour après sa bonne prestation au Gabon et en Guinée équatoriale, se disent bien motivés à réussir une bonne CAN. Très content et très fier de revenir après 3 ans d'indisponibilité au sein de l'équipe nationale. Pour moi, c'est un choix très difficile. Mais maintenant, je suis là. J'espère véritablement apporter au groupe sur le plan humain et sur le terrain. Et véritablement, ça fait chaud au cœur de revenir au Mali. C'est un groupe très jeune, c'est un groupe qui a énormément de qualité. Maintenant c'est un groupe qui vit bien ensemble. Je pense qu'il y a des bonnes individualités. Maintenant, je pense que si on peut faire la même chose que l'année précédente, ou encore mieux, ça serait de bon augure. Je suis très content de revenir en sélection, revoir tout le monde, ça faisait longtemps. Alhamdoulilah, j'avais des problèmes, maintenant ça va bien et Inch'Allah on va faire la même CAN que l'année dernière. La motivation c'est de montrer à tous les Maliens que ce qu'on a fait la saison dernière, c'était pas un hasard et aller jusqu'à la finale, Inch'Allah. Les Aigles retourneront ce mardi au stade Modibo Keïta pour un match amical contre les Aiglons à 17 h. Une occasion pour demander la bénédiction et l'appui de tout le peuple malien afin de hisser haut les couleurs nationales en Afrique du Sud.
Avant de boucler ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Le Premier ministre Django Sissoko est en Guinée-Conakry, d'où il vient d'être reçu par le président professeur Alpha Condé. Le Premier ministre est porteur des messages du président de la République par intérim. Au-delà de ce message, les deux personnalités ont échangé sur la situation de crise qui traverse notre pays dans ces régions septentrionales. Et nous y reviendrons en images dans nos éditions du soir avec nos envoyés spéciaux. Édition du soir 18h et 20h qui vous seront présentées par Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous dis à demain pour les éditions matinales. Bon appétit et tout